grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Chers auditeurs, chers téléspectateurs et à nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre émission de débat, Le Grand Dialogue. Le thème de cette émission est « L'or brillera-t-il enfin pour les Maliens ?» Et comme vous le savez, bientôt le Mali aura une raffinerie d'or d'une capacité annuelle de 200 tonnes par an. L'État détiendra 62% du capital social en partenariat avec la société russe Yadran. Ce projet, fruit d'une collaboration entre le Mali et la Russie, dotera le pays d'une unité moderne capable de séparer l'or et l'argent en des produits fins utilisables. La raffinerie sera située sur un terrain de plus de 5 hectares à Bamako, non loin de l'aéroport international. Cette raffinerie permettra-t-elle d'accroître les revenus générés par l'exploitation de l'or? C'est la grande question de l'émission de ce soir. Et pour en parler, nous avons 3 invités. Thiamoko Suleiman Sangaré, secrétaire général de la plateforme Publiez ce que vous payez. Toujours à ma droite, Djibril, à ma gauche s'il vous plaît, Djibril Diallo, expert minier. Et à ma droite au bout, nous avons l'économiste Daouda Moussa Kone. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. Une première question, tour de table. Comment se porte aujourd'hui la production de l'or au Mali? Je donnerai quand même la primauté de la parole à l'expert minier Djibril Diallo. Ok, merci beaucoup madame pour l'invitation, afin que nous puissions édifier les Maliens sur ce thème d'une importance capitale, qui est l'importance de l'or, sinon pourquoi l'or ne brille pas pour les Maliens. Il faut savoir qu'au Mali, on exploite l'or de 2 méthodes. La méthode artisanale, qu'on appelle l'orpaillage, et la méthode industrielle, qu'on appelle les grandes et les petites mines. Bon, il y a d'autres méthodes qu'on appelle semi-mécanisées, parce que notre orpaillage, il faut le dire, ce n'est plus comme l'orpaillage d'avant. Ça a beaucoup évolué. On se pose même la question, est-ce que ce n'est pas de l'orpaillage mécanisé? Parce qu'avant, l'orpaillage qu'on connaissait, c'était avec vraiment les calebasses. Tout était fait avec, sans produits chimiques, sans utilisation de machines. Mais aujourd'hui, l'orpaillage est allé vers la mécanisation. Donc du coup, on peut dire que l'orpaillage qu'on voit de nos jours, c'est de l'orpaillage mécanisé. Donc notre production est liée à ces 2 modèles d'exploitation. Mais maintenant, l'exploitation issue des grandes et petites mines sont contrôlées par l'État. Mais toujours est-il qu'après on va rentrer dans ce sujet, et à travers les déclarations, la levée d'or qui est effectuée à chaque fois que les mines veulent exporter l'or à l'état brut pour être raffiné à l'étranger. Et l'État est là pour contrôler la quantité qui a été extraite et connaître la teneur, la pureté. Donc il y a plus ou moins une connaissance théorique de cette quantité. Mais par contre, l'or issu de l'orpaillage échappe complètement aux statistiques de l'État. Personne ne peut vous dire avec exactitude quelle quantité d'or nous produisons dans nos mines, dans nos exploitations artisanales. Donc, ce qui fait un grand manque à gagner pour l'État malien, et ça crée un circuit illégal, illicite de commercialisation de l'or. Donc, c'est à l'État de voir comment trouver des pistes de solutions afin d'encadrer, d'organiser ce secteur, afin que l'État puisse bénéficier de cela. Mais maintenant, ce qu'il y a des grandes mines, c'est que l'or, je fais un petit rappel, contribue à 1/4 du budget national du Mali. L'or contribue au budget national du Mali à plus de 700 milliards de francs CFA. Et ça veut dire que l'or brille pour l'État malien. Mais est-ce que ça brille pour le citoyen lambda? Voilà, c'est là où se pose souvent la question. Mais sinon, l'or brille pour l'État malien. Mais nous voudrons que ça puisse briller davantage pour l'État malien. Et comment y parvenir au cours de cette émission? Voilà. Nous allons en parler, le temps de donner la parole à vos co-débatteurs. Monsieur Sangaré, même question. Comment se porte aujourd'hui la production de l'or au Mali? Ok, la production de l'or se porte bien, comme mon collègue vient de le dire.
avec une production totale de plus de 65 tonnes par an. L'année 2023, 65 tonnes et quelques. Et avec des dispositions réglementaires, le Code 2023, qui est un code, nous on dit, en tant qu'acteur de la société civile, un code novateur, qui a été le déclenchement de toute cette problématique. Vous avez encore la loi sur le contenu local qui va faire de telle sorte que les entreprises, les citoyens maliens, tout le monde pourra avoir. Et puis maintenant, cette raffinerie qui vient d'être posée, la première pierre vient d'être posée hier, c'est assez d'éléments dans le cadre réglementaire et législatif qui, en principe, doit faire que si les choses vont bien, que l'or puisse briller pour les Maliens. Alors, on a un économiste sur le plateau qui connaît bien les chiffres. On sait que 2025 est en cours, mais en 2024, si on vous dit de nous donner l'or en chiffres au Mali en 2024, ça donne quoi? Oui, l'or en chiffres au Mali, ça donne des milliards. L'or en chiffres au Mali, au niveau du PIB, ça donne environ 9 à 10%, jusqu'à 1440 milliards de francs CFA au niveau de la production, au niveau du produit intérieur brut. Et Dieu l'a dit tantôt, l'or contribue au budget pour plus de 700 milliards par an. Mais quand on dit l'or brille-t-il pour le Mali, peut-être pas suffisamment, sinon l'or brille. Mais je pense aussi que ce qu'il faut rappeler aux Maliens lambda, aux Maliens moyens, c'est que l'or est sous notre sous-sol, c'est vrai. Mais c'est de la richesse potentielle pour le Mali. Ça aussi, c'est vrai. Pour extraire l'or, quand celui qui extrait l'or, c'est à lui qu'appartient l'or. Et la partie qui appartient à l'État, a priori, selon le code minier, c'était avant 10% et 20% à payer dans le capital des sociétés minières. Et actuellement, c'est 35%, 20% pour l'État et 5% pour les privés. C'est-à-dire que quand vous investissez pour extraire l'or, vous avez investi pour avoir cette richesse-là. Proportionnellement à votre niveau d'investissement, le produit vous appartient. Au-delà de cela, il y a une fiscalité extraordinaire autour de la production d'or qui renfloue les caisses du Trésor public, donc qui renfloue l'État et ça va dans la caisse publique, dans la caisse commune. Donc son impact direct, en particulier par rapport au secteur aurifère, ou sous-secteur aurifère n'est pas connu tout de suite là, mais l'or contribue à la bonne marche de l'économie malienne. Parce qu'avec le coton, c'est les deux produits phares d'exportation qui sont pourvoyeurs de devises pour l'État chaque année, vaille que vaille. Je me tourne vers vous, Monsieur Sangaré. Oui. Comme il vient de le dire, de 10% actuellement, l'État détient jusqu'à 20% dans le nouveau code. 35%. 30% pour les opérateurs. 35% pour les Maliens. Oui. 35% pour les Maliens selon le nouveau code minier. Mais malgré toute cette richesse-là, il y a toujours des discordes entre l'État et les sociétés minières. Oui, effectivement, il y a des discordes parce que ce qu'on a vu ces derniers temps, c'est l'application de ce code 2023. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait différents codes qui chevauchaient l'un sur l'autre. Le Mali a voulu uniformiser les codes et demander aux sociétés d'intégrer le code 2023, qui est la dernière. Je crois qu'il y a eu des tiraillements. Et nous, on remercie notre État pour avoir tenu à mettre toutes les sociétés minières sur ce code 2023, qui est un code promoteur pour le pays. Alors, est-ce qu'avec ce nouveau code minier, le changement est perspective? Le changement est très perspective. Il a dit, en tant qu'économiste, vous avez assez de recettes financières qui vont rentrer. Vous avez assez d'opportunités qui vont se créer avec les 5% si nos opérateurs économiques arrivent à prendre ça. Vous avez à côté de ce code la loi sur le contenu local qui doit donner l'opportunité aussi à ces entreprises de pouvoir bénéficier des biens et des services qui est assez aussi une très grande manne financière autour de cette production. Je crois que ça doit marcher.
Monsieur Diallo, est-ce qu'on peut dire que c'est l'application de ce nouveau code minier qui est de plus en plus une source de discorde entre l'État et les sociétés minières qui exploitent au Mali aujourd'hui? À mon avis, c'est pas ça. À mon avis, ça c'est mon avis personnel, hein, Okay. selon ce que j'en sais. Parce qu'on dit la loi n'est pas rétroactive. Quand vous signez 30 ans, c'est comme quelqu'un rentre en location dans votre maison, vous vous êtes mis d'accord sur 200 000 sur une durée d'une année. Vous ne changez pas les règles pendant que ces une année ne sont pas épuisées. Donc c'est pour cela les multitudes de codes miniers, ça crée des problèmes parce que au moment où la société a signé le contrat, et dans les différents codes d'avant, les contrats c'était des contrats de 30 ans. Donc même s'il y a un nouveau code minier, ça ne les concerne pas tant que leurs 30 ans ne sont pas épuisés. Donc c'est ce qu'on appelle la non-rétroactivité de la loi. Donc à mon avis, ce n'est pas ça au fait. C'est un problème au niveau de la fiscalité. L'État reproche à certaines de ces sociétés de ne pas payer certaines fiscalités pendant des années et des années. C'est quoi ces fiscalités en français facile Ces pour que fiscalités, les citoyens ce puissent sont les comprendre? impôts. Parce qu'au niveau de l'or, il y a plusieurs types d'impôts. Il y a l'impôt sur la société, il y a l'impôt ad valorem, il y a l'impôt ainsi de suite. Donc il y a plusieurs types d'impôts par rapport au cas de l'or. Donc maintenant, sans l'audit, l'État ne peut pas avoir une bonne visibilité pour voir qu'est-ce qui est payé, qu'est-ce qui n'a pas été payé. Parce que tout ce litige est né après les résultats de l'audit minier. Et jusqu'à présent, que je déplore qu'il n'est pas mis à la disposition du public. Donc maintenant, c'est l'État seul qui sait qu'est-ce qu'il reproche à Barrick, par exemple, et à Resolute. Je crois que le litige n'a pas commencé avec Barrick, ça avait commencé avec Resolute, dont le PDG même a été mis en prison pendant un bout de temps, et après il a été relâché. Je pense que le problème est dû au problème de fiscalité. Il y a des montants que ces sociétés n'ont pas payés à l'État, ça fait des années. C'est ce que l'État dit. Hein. Moi, je m'en tiens à ce que l'État dit. Je pense que par rapport à Barrick Gold, l'État, disons, le tribunal du commerce a mis à la tête des deux sociétés, Lulo et Gungoto, une gestion provisoire. Bon, ça, c'est des décisions de justice que moi, je préfère ne pas commenter. Effectivement. Voilà, on ne commentera pas ces décisions de justice, mais on nous Barrick peut bel et bien faire appel de cette décision. Donc, tant que le jugement final n'est pas rendu, il est très, très dangereux de pouvoir s'aventurer dans ce genre de sujet. Mais seulement, ce que je sais, c'est que il y a certaines mines qui étaient habituées à certaines pratiques. Bon, malheureusement, c'est pas pour flatter la transition, hein, ils ont quand même mis fin à certaines pratiques. Mon collègue l'a dit, avec le nouveau code minier, dont moi-même je suis un des acteurs, on a dit que les anciens codes, c'était des codes imposés par la Banque mondiale et qui étaient souvent financés par la Banque mondiale. Et tenez-vous bien, souvent ces codes, certains ont été effectués à l'étranger. Le dernier code minier avant 2023, nous on aurait appris que ça a été fait au Canada et à coût de 10 millions de dollars. Mais cette fois, le code qui vient d'être adopté, c'est la première fois que le Mali déverrouille les 20%. C'est la première fois. Donc c'est vraiment une innovation. L'avantage aussi, ça a été fait au Mali, par les Maliens et pour les Maliens. Alors, M. Diallo, voilà. Excusez-moi, je vous interromps un tout petit peu. Vous avez dit nous n'allons pas commenter les décisions de justice, mais il faut dire également que ces discordes entre les sociétés minières et l'État également peuvent ralentir un tout petit peu les productions sur le terrain. Tout à fait. Vous savez, comme on le dit, il n'y a rien sans conséquence. Okay. Quand vous voulez assumer votre souveraineté, il faut vous attendre à affronter les conséquences aussi. Quand on dit qui veut le miel affronte les abeilles. Ça, c'est très clair. Donc, ça veut dire que ces genres de situations, d'abord, ça démotive les investisseurs étrangers à venir chez nous. OK? Donc, ça, c'est une des conséquences. De deux, je crois les mines qui ont été découvertes, ça va vraiment réduire la découverte d'autres gisements. Parce que seules ces multinationales ont la capacité financière d'investir dans la recherche. L'État n'a pas les moyens d'investir dans la recherche. Parce que la recherche, les gens n'en parlent pas. C'est la phase la plus risquée et c'est la phase où il faut mettre beaucoup d'argent. Vous pouvez mettre 100 milliards dans la recherche et ne rien trouver. C'est pour cela que beaucoup d'États se sont retirés de la phase de recherche et laisser ça dans la main des privés, des multinationales. Comme ça, s'ils découvrent, ils s'associent avec l'État et l'État devient actionnaire. L'État n'a pris aucun risque. Donc, et plus nous avons des problèmes avec les investisseurs,
plus ça va jouer vraiment sur la découverte d'autres gisements et la mise en valeur d'autres gisements. Ça, il faut le reconnaître. Ça, ce sont les côtés négatifs. Comme on le dit, on n'attire pas, je ne sais pas quoi, par les... Voilà, on n'attire pas les trucs. De toute façon, il faut que l'État travaille de telle sorte que nos investisseurs, nos partenaires qui sont là, qu'on aille vers des partenariats vraiment fondés sur la transparence de gagnant-gagnant. Par exemple, les 35% dont je viens de vous dire, avant, l'État était tellement minoritaire que l'État n'était pas associé aux dépenses. Mais aujourd'hui, avec 30%, ça donne une minorité de blocage à l'État malien. Toutes les dépenses que la mine doit effectuer, obligatoirement, elle doit associer l'État dans ses dépenses. Et souvent, ce sont ces dépenses qui pesaient lourd sur les bénéfices des mines. Bon, maintenant, nous, on a travaillé sur ça aussi avec le code, avec le contenu local, dont je suis un des membres créateurs de ce contenu. On s'est dit que, bon, voilà, au lieu de se focaliser sur les dividendes, ce que nous pouvons trouver, l'État malien peut trouver sur le contenu local, c'est 10 fois plus élevé que ce que nous gagnons dans les dividendes. Donc, essayons de nous focaliser davantage sur le contenu local. Parce que si vous prenez le coût de production d'une mine, ça avoisine les 70% du chiffre d'affaires. Donc, si nous arrivons, je prends un exemple, si la mine a 100 milliards de chiffre d'affaires, imaginez 70%, ça fait 70 milliards. Les 30 milliards qui restent, c'est sur cette base qu'on calcule les dividendes. Si nous avons 10%, 30 milliards, les 10%, ça te fait 3 milliards. Mais par contre, les 70 milliards, même si nous arrivons à récupérer la moitié de ça, ça nous fait 35 milliards. Vous allez voir, mathématiquement, ça fait 10 fois plus que ce que la dividende nous rapporte. Alors, mathématiquement, voilà. On a quelqu'un sur le plateau qui peut mieux répondre à ces questions-là. Toujours sur la même question, M. Koné, en quoi ces discordes peuvent entacher la génération de revenus? Ces discordes peuvent générer beaucoup de choses. Et mon confrère Djibril en parlait tantôt. L'environnement économique autour de la mine est extrêmement important en termes de revenus pour l'État. Et donc, dès lors qu'il y a un arrêt ou un ralentissement de cette activité économique-là, ça va se ressentir sur tout le monde, en termes de chômage, en termes de paiement des impôts, en termes de tout le reste. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'il faut être proactif. Il faut être proactif pour faire en sorte que ces discordes-là n'en viennent pas dans le futur. Ça veut dire quoi? Il faut un État fort pour veiller sur ses intérêts tout au long de la production aurifère. Pourquoi nous parlons aujourd'hui de discorde, de mauvais comportement de certains acteurs miniers et tout? Mais l'État était là à l'époque pour veiller aussi. Le respect des lois, l'État est là pour veiller à cela. Le paiement des impôts, le paiement des cotisations sociales, le paiement, l'investissement local, le respect des clauses environnementales et sociales. L'État est là pour veiller à cela. Quand l'État manque à ce devoir-là, ça se ressentit tout de suite là. Et à la dernière minute, si on vient pour tout reprocher, comme on appelle aussi, ça devient un peu difficile. Donc, et c'est vrai pour l'instant, et c'est vrai pour le futur. Je m'en viens rapidement pour le dire. Même la raffinerie d'or dont on vient de poser la première pierre, si on ne veille pas à ce que les intérêts de l'État soient respectés strictement, on reviendra à la même chose, à la case départ. Il faut que les agents, assermentés ou pas, qui sont là pour veiller au respect des droits de l'État, le fassent de façon correcte. Et il ne faut pas attendre 5-10 ans pour faire un audit. Il faut veiller au jour le jour pour que les intérêts de l'État soient respectés. Et donc, de ce point de vue-là, alors, il faudrait, dès lors que l'État veille au jour le jour, il n'y aurait pas de discorde entre la société étrangère, la société privée minière et l'État. Chacun doit jouer son rôle. Et ce rôle-là, en le jouant, l'État va gagner plus que les dividendes, comme l'a dit Djibril tantôt. C'est extrêmement important. Ce qu'on paye comme taxe, ce qu'on donne comme emploi aux Maliens, quand on suit de façon rigoureuse les clauses environnementales et sociales, le développement local va se ressentir, et positivement. Tout ça, là, c'est des bénéfices économiques. Et quand on n'y veille pas,
ça se ressent sur l'économie naturellement. Alors, vous l'avez écorché tout à l'heure, vous gardez la parole. Tantôt, vous disiez que vous parlez de cette raffinerie dont la première pierre a été posée. Et dans cette raffinerie, l'État va détenir 62% de la production. Comment avez-vous accueilli cette annonce-là? Franchement, la mise en place de cette raffinerie-là, c'est un bon pas dans la bonne direction. C'est un bon pas dans la bonne direction. Il s'agit de maîtriser toute la chaîne, la production aurifère, de son extraction jusqu'au produit fini, au lieu de l'exporter en brut. Certains pays avant nous, tels que le Botswana, sont prospères aujourd'hui à cause de cela. Donc il fallait le faire. Et on aurait dû le faire il y a très longtemps. On l'a fait, on a posé la première pierre, c'est une très bonne chose. Ça va apporter beaucoup de choses à l'économie nationale. Beaucoup de choses, pas en termes de quantité brute d'or, non. Parce que l'or qui va venir et qui sera raffiné dans cette raffinerie-là, ce serait l'or apporté par une société privée ou apporté par le gouvernement, si la mine appartient au gouvernement, ou en partie pour la société, ou en partie pour le gouvernement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la prestation de raffinage de l'or dans cette société-là, ce coût-là sera des recettes pour le trésor public malien, et ça va créer de l'emploi, et on va bien cerner la quantité réelle de l'or, et on va bien cerner les produits dérivés qui sont tantôt très 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 valeureux à partir de cette raffinerie-là. Encore une fois, je reviens pour dire, il s'agit de poser la première pierre, de suivre à ce que le projet se réalise et de veiller à ce que les intérêts de l'État soient correctement exécutés et qu'on veille à ce que ça soit un projet viable. Voilà. Donc moi je vois ça de façon très très positive. C'est un très bon pas dans la bonne direction. Alors un très bon pas dans la bonne direction. Monsieur Sangaré, la même question pour vous. Une raffinerie où l'État détient 62%. En quoi le pays peut en tirer profit? Non, je pense qu'il doit en principe en tirer profit. Ça a été notre combat depuis longtemps. Depuis que la coalition est mise sur pied, nous avons écrit, nous avons discuté, nous avons dit qu'il faut une raffinerie. Mais cette euphorie que j'ai vue hier me laisse suspect. Suspect parce que l'essentiel n'est pas de poser la première pierre. Il a dit, il y a un travail de fond à faire, il y a un travail rigoureux, il y a un sérieux qu'on doit mettre dans le travail. Et ça, je crois que si on arrive à former nos gens, à travailler le transfert de compétences, que les années à venir, cette société riche va se retirer et ce sont les Maliens qui vont gérer totalement cette entreprise. On voit aussi tous les 62% et quelques, c'est de la manne. Mais moi, en tant qu'acteur de la société civile, on ne suit pas ça comme grande euphorie. J'ai vu à la télé, il y a le gros du travail, c'est après. Le gros du travail, c'est après, c'est la gestion. C'est tout ce que l'État doit faire, être sérieux, la rigueur pour faire. Et puis, les hommes qui vont travailler là-dedans, il faut que ce soit des gens intègres. Alors, je sais que nous serons tous unanimes qu'il faut de la rigueur pour que ce projet se réalise, mais déjà 62%, c'est un grand pas. On peut dire également qu'avec cette part-là également, ça peut diminuer le taux de chômage dans le pays, donner plus d'emplois à la jeunesse. Si, on l'a tous dit, il y a le chômage qui va être réduit, il y a les gains qui vont venir, et il a dit les produits dérivés qu'on ne maîtrisait pas, on va pouvoir les maîtriser. C'est une manne, c'est de l'emploi, c'est autre chose, mais il faut que l'on travaille pour qu'on puisse continuer dans ce sens. Monsieur Diallo, est-ce que c'est la première raffinerie en tant que telle au Mali? Ce n'est pas la première raffinerie. Il y a 2 raffineries qui sont déjà là. L'un appartient à un Malien, qui est Marina Gold, dont le PDG est Ismaël Lassibi, que je salue de passage, un homme très très engagé. Et le deuxième appartient à un Susso malien, qui est la raffinerie Kankoumoussa, dont moi-même j'ai travaillé là-bas pendant un bout de temps. Et malheureusement, c'est que, comme l'a dit le doyen, mieux vaut tard que jamais. Le Mali avait besoin de ça très très longtemps. Mais malheureusement, ces 2 raffineries, à cause du manque de la certification LBMA,
Parce que si vous n'avez pas cette certification, votre raffinerie ne peut pas vendre son or à l'étranger. Alors que le but de la raffinerie, c'est de rendre l'or à 24 carats pour pouvoir vendre cet or-là, surtout pour les banques centrales. Il faut la certification. Donc, il y a déjà deux raffineries. Et les grandes mines ont toujours reproché à ces deux raffineries de ne pas détenir un certificat le certificat LBMA. C'est quoi le certificat LBMA? C'est comme le certificat qui prouve que votre raffinerie est certifiée ISO, certaines normes, que ça respecte certaines normes. Voilà, donc ça veut dire que les produits qui viennent de cette raffinerie, vraiment, il ne faut pas en douter, c'est du bon produit. Donc chaque raffinerie a un poisson, on appelle ça poisson, une marque. Quand vous voyez ça et que c'est certifié, ils ne vont pas hésiter à le prendre. Malheureusement, les deux raffineries n'ont pas pu avoir cette certification. C'est l'État qui aurait dû accompagner ces deux raffineries à pouvoir acquérir cette certification. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Donc du coup, ces deux raffineries, finalement, n'ont pas trop servi, n'ont roulé qu'à 5% de leur capacité. Donc vraiment, c'était décevant parce que Marina Gold avait même signé une convention avec l'État. À défaut de raffiner l'or issu des grandes mines, au moins de raffiner l'or issu de l'orpaillage. La convention a été signée, mais ça n'a jamais été respecté. Donc vraiment, il faut dire qu'il a manqué une volonté politique dans ce domaine et une vision à long terme. Bon, maintenant, cette raffinerie qui vient, on peut dire que c'est une raffinerie de grande capacité, parce qu'une raffinerie qui peut aller jusqu'à 200 tonnes, ça c'est vraiment une raffinerie de très très grande capacité. Et qui n'a rien à envier à une raffinerie, raffinerie qui est en Afrique du Sud. Donc c'est une fierté pour nous. Moi, je l'ai toujours dit dans tous les débats que j'ai faits sur l'exploitation des ressources minières. Je dis, tant qu'on n'a pas la raffinerie ici, qui va permettre de raffiner tout l'or du Mali sur place, tous les chiffres qu'on nous dit, ce n'est pas des chiffres fiables. Pourquoi? Parce que l'or issu des grandes mines, c'est de l'or brut, du lingot qui est à l'état brut. Pour pouvoir les raffiner à 24 carats, ces mines sont obligées d'amener ça soit en Afrique du Sud, soit en Suisse. Et on a remarqué que certaines sociétés minières sont même actionnaires dans ces mêmes raffineries. Donc il y a un problème. Est-ce que les chiffres qu'on nous dit, est-ce que c'est les chiffres réels? Il y a un point d'interrogation. Parce que le cas s'est passé avec le Ghana. Ghana, très longtemps, était classé deuxième producteur d'or en Afrique. Mais l'année où Ghana a mis en place une raffinerie de l'État et interdire l'exportation de l'or à l'état brut, même l'or issu de l'orpaillage, immédiatement Ghana est devenu premier. Et dès lors, Ghana est toujours premier. Et moi, je pense que c'est une façon de contrôler sa production. C'est très important. C'est une façon aussi de voir la traçabilité de l'or. Et moi, je pense que ça a beaucoup manqué à l'État malien. Donc, tous les chiffres qu'on nous dit, 62 tonnes, 75 tonnes, en réalité, nous, on n'a jamais cru à ces chiffres-là. Donc, seule une raffinerie ici au Mali, avec une décision politique courageuse qui va interdire l'exportation de l'or du Mali à l'état brut, sans ce mois que les vrais chiffres vont parler. Non, mais tant qu'on n'avait pas une raffinerie, tous les chiffres qu'on nous dit... Donc, si je vous comprends, avec cette future raffinerie au Mali, on pourra dire qu'on aura une vision plus claire de l'or de la production malienne. Et il l'a si bien dit, et ils disent dérivés, nous, dans notre jargon géologue, on dit les sous-produits, c'est-à-dire l'or ne vient pas à l'état brut comme ça. L'or est toujours accompagné par des sous-produits, dont l'argent, le cuivre, le zinc, le palladium, le platine, le rhodium, il y a plusieurs. Mais quand vous raffinez ailleurs, vous perdez tous ces sous-produits. C'est comme le coton. Le coton, quand vous enlevez dans les champs, vous faites le dégrainage. Mais le grain que vous voyez, c'est rentable parce qu'on peut faire de l'huile avec, on fait du savon avec, on fait l'aliment bétail avec. Donc, c'est exactement le même cas que pour l'or. Tous les sous-produits de l'or, certains sous-produits de l'or, leur prix était 2 fois plus élevé que l'or lui-même. Donc, vous voyez qu'on avait beaucoup de manque à gagner en perdant tous ces sous-produits. Pour un petit exemple, nos bijoutiers, jusqu'à maintenant, pour avoir de l'argent, ils sont obligés de prendre l'avion pour aller acheter à Dubaï. Et cet argent, tenez-vous, vient de l'or que nous exploitons. Nous partons vendre à Dubaï. Vous avez voilà, j'allais en venir. Est-ce que je me tourne vers la coalition publiée ce que vous payez? Est-ce qu'aujourd'hui, les deux raffineries que Diallo vient de citer aujourd'hui, est-ce qu'on a la transformation de l'or en des bijoux avec ces raffineries-là aujourd'hui? Est-ce que l'or est transformé ici de façon locale, consommé ici
comme les commerçants partent acheter à Dubaï et ailleurs? Non, je crois qu'il a bien dit, hein, avec les difficultés de ces raffineries, pour être en ISO, la transformation locale aussi, la demande était supérieure. Je crois qu'on voit beaucoup de gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à fournir. Mais je crois que la grande problématique est qu'il faut que ces deux raffineries se mettent dans les normes et puissent effectivement vendre ce tort-là. Sinon, je crois que les bijoutiers et autres, ils ont vraiment des problèmes pour s'approvisionner. À un certain moment donné, on a tenté de négocier avec les opérateurs de bijoutiers pour qu'ils puissent avoir une certaine quantité. Il fallait que l'État réserve une certaine quantité à ces choses, mais ça demandait aussi à ceux qui soient organisés pour avoir ce marché. Mais je crois que maintenant que cette raffinerie va venir, peut-être que les problèmes vont être résolus. Alors, qui dit production d'or aussi, on parle, il l'a dit à l'entame de ses propos, de l'orpaillage aujourd'hui, l'orpaillage qui se pratique beaucoup dans plusieurs localités du pays. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui du quantité de production et du contrôle sur ces quantités d'or produites sur les sites d'orpaillage aujourd'hui? On ne peut pas l'affirmer. On ne peut pas l'affirmer. Les derniers rapports de l'ITE disent 777 kilos, qui est ridicule, qui est très ridicule. Vous pensez très ridicule, c'est plus élevé, c'est minime? C'est minime. La Banque centrale, moyennant, en est dit 6 tonnes par an. En 6 tonnes par an et les rapports de l'ITE qui donnent 777 kilos, vous avez une grande différence. Et la quantité n'est pas du tout connue. Il faut organiser ce secteur. Et je pense qu'il faut que l'État s'y mette pour organiser le secteur. On a vu le Soudan, qui, en organisant son secteur, a dépassé le Mali dans certaines années, est devenu deuxième producteur et le Mali a 3 ans, troisième producteur. Ce qui est mis sur l'orpaillage traditionnel, personne ne peut dire la quantité. Il y a cette porosité des frontières, il y a ces étrangers qui viennent, qui exploitent, qui le prennent à l'état brut et s'en vont avec. Ça, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Il faut travailler à mieux gérer ce secteur. Je crois que le ministère des Mines a pris des dispositions pour encadrer ce secteur et la Chambre des mines, avec sa restructuration, pourra effectivement nous dire comment ça va être mieux organisé. Et Monsieur Koné, on a l'impression aussi que pour nous, citoyens lambda, c'est que l'or produit ne brille pas pour le Mali. Et pourtant, vous avez dit, à l'entame de vos propos, que l'or contribue à près de 700 milliards au budget national aujourd'hui. Pourquoi l'or, on ne voit pas, ce n'est pas palpable, ce n'est pas visible, les retombées de l'or? Bon, les retombées de l'or ne sont pas palpables parce que vous verrez rarement un investissement fait et de quel investissement on puisse pointer du doigt pour dire que ça vient de l'or, premièrement. Deuxièmement, les sociétés, les zones aurifères, au niveau desquelles les sociétés sont implantées, de mon point de vue, il y a insuffisamment d'investissement pour qu'il y ait du bien-être dans ces sociétés-là. Tout cela provient, de mon point de vue, dans un déficit, une insuffisance de suivi des clauses environnementales et sociales. Quand une mine exploite une zone bien déterminée, à la fin de la mine, on doit remettre le couvert végétal en l'état. L'environnement, on doit le remettre en l'état. Pendant la mine, on doit faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'investissement, que ce soit en termes d'école, que ce soit en termes de centres de santé, que ce soit en termes d'infrastructures routières. On doit faire en sorte que les sociétés minières puissent développer localement apporter des infrastructures socio-économiques aux zones dans lesquelles on les exploite. Mais tel n'est pas le cas. Donc le Malien est en plein droit de dire que effectivement l'or ne brille pas. Et surtout alors que, comme je l'ai dit tantôt, les recettes qui viennent de la production d'or envers l'État viennent essentiellement sous forme d'impôts et taxes. Et l'impôt et taxes va directement au trésor public. Et le trésor public est utilisé globalement pour faire face aux dépenses régaliennes de l'État. C'est pourquoi les Maliens lambda ne peuvent pas voir tout de suite là, l'or nous a apporté cela. Non. Mais par contre, l'or avec le coton contribue énormément à la vie économique de l'État.
aux recettes fiscales de l'État. L'initiative qu'on vient de prendre en termes de raffinage de l'or, si on fait la même chose dans le domaine de la transformation du coton, le Mali va s'en sortir énormément. Et donc, c'est un appel de mon point de vue aux autorités maliennes, de faire en sorte qu'il y ait plus de rigueur. Je reviens toujours sur ce mot-là. La rigueur et le contrôle strict des droits de l'État par les sociétés privées de façon générale et par les sociétés minières de façon particulière. Dès lors le jour où on le fera, on va mieux s'en sortir et l'or commencera peut-être à mieux briller parce que l'État ne sera jamais producteur en tant que tel. Il ne faut pas s'attendre au fait que l'industrie extractive, que ce soit dans le domaine de l'or, que ce soit dans le domaine du lithium ou autre, Djibril l'a tantôt dit, ce n'est pas l'État qui va investir pour produire ces minéraux-là propres à lui-même. L'État c'est pas sa vocation. Mais l'État, par contre, va s'associer toujours avec le privé qui ont cette vocation-là. Mais en même temps, l'État va contrôler la globalité de l'activité économique en tant que telle. Et à travers cela, toute l'activité économique génère des impôts et taxes. Ces impôts et taxes-là, plus la part de l'État, qu'elle soit de 35%, qu'elle soit de 62% dans la raffinerie, c'est ce qui va être plus que souvent ce que le minier lui-même gagne. Donc, mais si on ne le fait pas avec rigueur, si on laisse échapper, comme on appelle des fonds qui devaient préalablement revenir à l'État, il va sans dire que l'or ne brille pas pour le Malien. Monsieur Diallo, je me tourne vers vous à présent. Ouais. En 2025, on a une idée du nombre de sociétés minières chez nous aujourd'hui? Avant de répondre à votre question, je voulais ajouter un peu ce que le doyen a dit. Rapidement, il nous reste 8 petites minutes. Il y a vraiment beaucoup de défaillances dans le passé. Comment faire que l'or puisse briller pour le Malien lambda, sinon ça brille pour l'État malien. Mais nous voulons que ça brille davantage pour l'État malien, parce que si ça tient qu'à nous, il faut que l'État aille jusqu'à 3 000 milliards ou 5 000 milliards de francs CFA dans les ressources minérales, pas seulement que l'or. On a d'autres substances, on a le lithium, on a la bauxite, on a le fer. Donc il faudrait que l'État travaille dans les années à venir au moins de pouvoir récupérer plus de 5 000 milliards dans les ressources minérales. Enfin que si on enlève le budget national de l'État, le montant restant, si c'est 2 000 milliards, qu'on arrive à investir ça dans la création de richesses. C'est comme ça que l'or peut réellement briller pour l'État malien et pour les Maliens. Mais ce qui est trouvé est dépensé quotidiennement. Vous n'allez pas voir la couleur de l'or, ça c'est clair. Bon, maintenant, dans le nouveau code minier, il y avait un manque. C'était le fonds de développement local. Ça manquait. Avec le nouveau code minier, on a introduit cela. 0,75% du chiffre d'affaires va être versé à la communauté locale, qui va l'utiliser pour les projets de développement social, ce qui concerne les forages d'eau, les dispensaires, l'accès à la route dans la zone. Comme ça, si cet argent est utilisé à bon escient, moi je pense que la localité va avoir la couleur de l'or. Maintenant, deuxième chose que nous on avait proposé, mais qui n'a pas été, mais je sais que dans l'avenir on va le prendre en compte, on avait demandé 15% gratuit pour l'État. Et que si cela est accepté, 5% doit revenir à la commune, là où il y a la mine. Afin que la commune soit membre du conseil d'administration de la mine. Ça va faire que la commune va se sentir intéressée et dans la transparence, dans la gestion de cette affaire publique. Mais maintenant, tant qu'on met la communauté à côté, la communauté va toujours continuer à se plaindre. Et si on met aussi le contenu local en valeur, ça va faire que les petites entreprises qui sont dans cette localité vont prospérer, vont avoir des marchés pour la construction, le gardiennage, ainsi de suite. Ça va créer de l'emploi. Donc il faut des stratégies comme ça pour que le Malien lambda puisse voir que réellement l'or brille pour lui. Mais tant qu'on n'a pas ces stratégies et que l'argent est reversé uniquement dans la caisse de l'État, le citoyen va toujours se plaindre. Si on avait ces stratégies, je pense qu'aujourd'hui la route de Kéyéba ne serait pas dans cet état-là. La route de Caille ne serait pas dans cet état-là. Donc il faut changer de stratégie afin que vraiment les ressources où on exploite ces localités soient les premiers bénéficiaires de cette ressource-là. Mais tant que cela n'est pas fait, les gens vont toujours continuer à se plaindre.
Voilà ce que je pouvais Et ajouter. pour en venir à la question de tout à l'heure, actuellement, en 2025, nous avons combien de sociétés minières dans tout le pays? On a mine d'or ou bien? Non, mine d'or, oui, société minière. Parce que Ouais, si on dit minière, le lithium, ça fait partie des sociétés oui, minières. effectivement, Voilà. mine d'or. Parce que cette confusion-là, beaucoup le font. Et voilà, c'est la minière, c'est pas seulement que l'or. Il y a d'autres substances qu'on exploite, mais qui ne sont pas très connues. Voilà, donc le lithium, tout récemment, va rentrer en production. Vous allez voir, il y a une deuxième mine de lithium qui doit rentrer en production avant fin 2025. Et cela va propulser le Mali comme premier producteur de lithium en Afrique et troisième dans le monde. Et ça va nous mettre dans une position très stratégique parce que le lithium étant un élément utilisé dans la transition énergétique, moi je pense que c'est une aubaine, c'est une opportunité pour nous. Mais comme l'a dit mon doyen, rien ne peut marcher s'il n'y a pas la transparence, la bonne gouvernance. C'est ça la recette. Si nous voulons que nos ressources minières puissent nous faire profiter, il faut mettre la rigueur, il faut mettre la transparence, il faut mettre une bonne gouvernance. Et que les gens seront devant pour pouvoir vraiment gérer ces choses-là. Vraiment, soit des gens qui ont l'éthique et la morale, afin que le bien public soit pour le public et non pour les privés, des intérêts personnels. Ce n'est que dans ça seulement que nous pouvons bénéficier vraiment des avantages de nos ressources minières. Sinon, sur tous les plans, le Mali, c'est un pays béni qui a presque 80% de toutes les ressources minérales du monde. Mais malheureusement, pourquoi on est dans cet état, on doit se poser la question. Alors, la dernière intervention sera pour M. Sangaré. Aujourd'hui, on le sait, après tout ce que vous venez de dire, l'or est au Mali, l'or brille actuellement. Mais pour que l'or brille pour tout le monde, pour que le citoyen sente cela, est-ce que le contrôle simplement de la production peut suffire? Bon, je vais revenir vite sur une question qui a été posée, qui a été effleurée. Au niveau des collectivités, il y a une manne d'argent qui est tombée à la patente, qui est environ de 10 milliards, qui est versée dans ces communautés minières. Mais question de gouvernance, on sait ce qu'elles font avec ça. Et la commune, c'est 60%, le cercle, c'est 25%, la région, c'est 5%. Et l'État s'est désengagé carrément de remettre l'intégralité de la patente pour que les communes la puissent se développer. Mais elles attendent encore. Effectivement, la question pour dire qu'il faut que... Il y a beaucoup de choses à faire, moi je pense. Il y a beaucoup de choses. C'est les citoyens maliens, même pour moi, qui doivent changer face au bien public, face à tout ce qui est génération de revenus. Je crois que le Malien est pour moi le seul être qui, si on le met sur une branche, il le coupe. Et ça ne doit pas venir. Je pense qu'on ne pourra pas mieux conclure l'émission qu'avec ça, que c'est le citoyen malien même qui doit changer. Ce changement doit commencer par nous-mêmes. Ouais. Grand merci à nos invités. Thiamogo Suleiman Sangaré, secrétaire général de la coalition Publiez ce que vous payez. Ouais. Djibril Diallo, expert minier. Daouda Moussa Kone, économiste. À la régie son et vidéo, il y avait Adjaratou Traoré, Ibrahim Sanogo, Mamadou Ouattara et Seydou Ndao. Je suis Mariam Maïga. Grand merci à vous. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois.